Bonjour tout le monde. Notre formation aujourd'hui va porter sur l'assurance qualité dans un laboratoire de biochimie. Donc, c'est quoi l'assurance qualité en fait? C'est toutes les actions qu'on va faire et qui sont systématiques et qui sont nécessaires pour fournir la confiance adéquate qu'un produit ou service exige pour avoir une bonne qualité. C'est-à-dire pour faire confiance à un produit, on doit faire un certain nombre d'actions qui sont planifiées et qui doivent être systématiques pour pouvoir parler d'une qualité requise ou bien d'une bonne qualité ou bien d'une assurance qualité. D'accord? Donc, l'importance de ce sujet-là de l'assurance qualité fait que les laboratoires s'investissent beaucoup ces dernières années dans l'assurance qualité, dans l'accréditation des laboratoires, dans la qualité, dans le contrôle de qualité interne, le contrôle de qualité externe, etc. Donc, on voit de plus en plus de sujets qui parlent de l'assurance qualité dans un laboratoire de biologie ou bien de biochimie. D'accord? C'est la même chose. Donc, avant de faire l'assurance qualité en elle-même, j'aimerais mettre le point sur certaines définitions qui sont des définitions, on va dire, analytiques, qui sont utiles dans notre présentation. On va parler de fidélité d'une technique ou bien fidélité d'un test ou bien de la précision d'un test. C'est quoi en fait la fidélité ou bien la précision? Donc, la fidélité, c'est l'étroitesse de l'accord entre les résultats d'essais indépendants obtenus dans des conditions prescrites. D'accord? Donc, c'est l'accord de nos résultats entre eux. Donc, pour parler de précision, on doit faire deux choses. On doit tester la répétabilité d'un test, on doit tester la reproductibilité d'un test. Donc, c'est quoi la répétabilité d'un test? Donc, c'est mesurer la fidélité dans une même série de manipulations par le même opérateur, même instrument, même méthode et dans un délai court. C'est-à-dire, je fais une glycémie pour une série de malades. Cette même série de malades, je vais la répéter une fois, deux fois, trois fois, je vais voir est-ce que je vais avoir le même résultat. Donc, l'étroitesse de l'accord entre ces différentes glycémies, mais ces glycémies-là doivent se faire par le même manipulateur, le même instrument de mesure, même méthode, dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, je répète le même test plusieurs fois pour voir est-ce que mon paramètre ou bien ma méthode, elle est répétable. La reproductibilité, c'est presque la même chose, mais on va changer les conditions. C'est-à-dire, je vais prendre une série, par exemple, de glycémie que je vais refaire, mais je vais refaire peut-être par un autre manipulateur, un autre instrument de mesure, une autre méthode, et je vais voir l'étroitesse de l'accord entre les glycémies obtenues lors de la première manip, la deuxième, la troisième manipulation. D'accord? Donc, répétabilité, c'est les mêmes conditions, je répète le même test pour voir est-ce que la méthode, elle est répétable. Reproductibilité, je change un petit peu les conditions. Par exemple, je fais une glycémie, par exemple, des urées aujourd'hui que je répète le lendemain. D'accord? Donc, reproductivité, je change les conditions et je répète la même série pour voir est-ce que la technique, elle est reproductible. Ça, pour parler de fidélité. Pour qu'une technique soit fidèle, il faut qu'elle soit répétable, il faut qu'elle soit reproductible. Donc, maintenant, deuxième notion à voir, c'est l'exactitude ou bien la justesse. En fait, exactitude et justesse, c'est pratiquement la même chose. Sauf que exactitude, ça permet de voir l'étroitesse de l'accord entre le résultat obtenu avec une valeur vraie. Et la justesse, c'est l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une grande série de résultats avec une valeur vraie. Donc, exactitude, c'est je prends par exemple une glycémie d'un contrôle normal que je vais comparer avec la moyenne fournie par le fournisseur. Là, c'est une mesure que je compare avec une valeur vraie. Pour la justesse, je vais prendre un ensemble, une série en fait de glycémies. Pour la série, je vais établir une moyenne et la moyenne, je vais la comparer avec la valeur vraie ou bien la valeur de référence qui, dans le cas de contrôle de qualité,
c'est la cible ou bien la moyenne fournie dans la fiche des contrôles. Ça, c'est pour exactitude, pour parler, pour dire qu'une technique, elle est exacte ou juste, il faut qu'on se rapproche le maximum de la valeur vraie ou bien de la valeur de référence. Donc, quatrième notion à voir, c'est la sensibilité. Quand est-ce qu'on dit qu'une technique, elle est sensible? Donc, on dit qu'une technique, elle est sensible lorsqu'elle est capable de donner un signal pour une faible variation de concentration. C'est-à-dire même pour une petite concentration du substrat à doser, la technique, elle donne un signal. Dans ce cas, on va dire qu'elle est sensible. Il y a des techniques qui sont sensibles, des techniques moins sensibles, des techniques très sensibles en fonction du signal qu'elle peut détecter pour les petites ou bien les faibles variations de concentration du substrat à doser. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'une technique, elle est spécifique? Lorsqu'elle ne peut détecter un signal que pour la substance à doser, c'est-à-dire une technique pour doser le glucose, elle ne donne pas un signal pour autre chose, pour fructose, pour galactose, etc. Donc, elle donne un signal uniquement pour le substrat ou bien la substance à doser. Dans ce cas, on va dire que c'est une technique qui est spécifique de la glycémie, de l'urée, de la créa, etc. Donc là, cette figure, c'est pour un petit peu éclaircir ces notions qu'on a vues. Donc, notion de précision ou bien de fidélité, notion d'exactitude ou bien de justesse, et les deux à la fois. Donc, sur la figure là, donc sur la première figure, on a la valeur de référence, c'est le rond là qui est en rouge. Donc, c'est cette zone rouge là. Donc là, c'est la valeur de référence. Maintenant, si on prend, ou bien la valeur vraie d'un test, glycémie-urée, donc la valeur vraie, si on prend le même échantillon et qu'on va répéter et qu'on va remarquer que ça donne des résultats qui sont totalement différents. Donc là, la technique, elle manque de précision, elle manque de fiabilité, elle n'est pas fidèle parce qu'elle est ni répétable, ni reproductible. On a répété et ça donne des résultats différents. Donc là, c'est une technique qui est imprécise. Elle manque de précision, elle manque de fidélité. Maintenant, sur la deuxième figure-là, toujours, la zone rouge, c'est la valeur vraie. Si on prend le même paramètre et qu'on répète et qu'on va voir que ça donne des résultats qui sont très proches. Donc là, ce n'est pas un problème de précision. D'accord? Donc la répétabilité, elle est bonne, la reproductibilité, elle est bonne du moment que les résultats se rapprochent. Mais le problème, ces résultats-là sont loin de la valeur vraie. Et du coup, là, c'est une technique ou bien c'est une méthode qui est précise, mais qui est inexacte. Elle s'éloigne de la valeur vraie. Donc là, on comprend mieux les définitions qu'on a vues. Donc, pour être exact, il faut être proche de la valeur vraie. Pour être précis, il faut être répétable et reproductible. C'est-à-dire, quand je répète le même test, je retrouve des résultats qui sont proches. Donc là, c'est précis, mais c'est inexact. L'idéal, c'est avoir une méthode qui est précise et qui est exacte. Précise, c'est-à-dire, si je répète le même test plusieurs fois, donc les résultats sont proches et sont dans l'intervalle de la valeur, sont dans la zone, on va dire, de la valeur vraie ou bien de la valeur de référence. Donc, c'est comme ça qu'on peut retenir les différentes définitions de répétabilité, reproductibilité, exactitude, justesse, précision, etc. Donc, l'idéal, c'est avoir une technique qui est précise et qui est exacte. Donc, en fait, on parle d'assurance qualité. Pour assurer une bonne qualité, on a dit qu'il faut, l'assurance qualité, c'est l'ensemble d'actions qu'on va fournir pour assurer la qualité requise, pour répondre aux exigences. Donc, pour répondre aux exigences et assurer la qualité, il faudra qu'on maîtrise un certain nombre de facteurs et de difficultés rencontrées lors de la demande d'une analyse. Donc, il y a bien sûr des difficultés qu'on va rencontrer
et des problèmes, il y a autres facteurs biologiques qui sont indépendants qui ne dépendent pas de nous, en fait, qui ne dépendent pas de nous, sont, par exemple, le régime alimentaire du patient, qui peut affecter le résultat. Donc là, c'est l'intérêt de l'anamnèse, l'intérêt de l'interrogatoire, l'intérêt de parler avec le malade, s'assurer s'il est à jeun ou bien s'il a pris son repas, parce que cela influence la glycémie, influence aussi le bilan lipidique. Aussi, un régime alimentaire riche en protéines, parce que cela va influencer le résultat de l'urée. Mentionnez toujours le sexe du malade, parce qu'entre hommes et femmes, la créa, elle est différente. La créatinine est différente. La CK, créatinine kinase, est différente en fonction du sexe. Calcium est différent aussi. L'effet de l'exercice physique, et là, on l'observe surtout pour la créatinine kinase. Donc, si le malade a fait la veille un exercice physique, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une erreur du labo, mais c'est des variations physiologiques. La CK du l'exercice physique et l'effort musculaire, elle augmente. Aussi, l'historique médical du malade. S'il fait une infection, s'il a fait un traumatisme, là, les transaminases peuvent augmenter. Si la femme, elle est enceinte, on sait que la femme enceinte est toujours en état d'hémodilution. Donc, il y a un petit effet de dilution des différents paramètres. Son bilan lipidique, il est physiologiquement élevé pendant la grossesse. La prise de certains médicaments, par exemple, s'il est sous corticoïdes, on sait que les corticoïdes augmentent la glycémie, d'accord? Donc là, c'est l'intérêt de parler un petit peu avec le malade pendant la prise du prélèvement pour avoir justement des renseignements qui peuvent vous aider pendant la réalisation des analyses médicales. Ça, c'est des facteurs biologiques qui sont indépendants du laboratoire. Maintenant, il y a des problèmes lors de la prise en charge du prélèvement. Donc, alors, la prise, c'est bon, on a prélevé le malade, on a ses renseignements cliniques, etc. Donc là, on va prendre en charge le prélèvement. Pendant la prise en charge du prélèvement, on va rencontrer deux problèmes. Le problème des non-conformités et le problème des erreurs qu'on va commettre pendant la réalisation des analyses. Donc, les non-conformités, c'est quoi? Donc, c'est quoi une non-conformité? C'est la non-observation d'une exigence qui va engendrer soit un retard dans la réalisation de l'analyse ou bien l'annulation de l'analyse biologique. Donc, un retard si la non-conformité est mineure et une annulation de l'analyse biologique si la non-conformité est majeure. Et là, ça fait l'objet d'un refus qui est total. Et là, en tableau, je vous ai mis des exemples de non-conformité et les décisions qu'on doit prendre par rapport à ces non-conformités. Par exemple, on reçoit un prélèvement avec une ordonnance avec son date et son heure de prélèvement. Là, on ne peut pas refuser, on doit pas faire, ça ne doit pas faire l'objet d'un refus total. On accepte et on demande l'heure du prélèvement pour la mise en conformité et le respect des exigences, pour aussi avoir une idée sur la stabilité des échantillons. Date de prélèvement, on ne peut pas recevoir une glycémie qui date d'hier, d'accord? La glycémie, elle va baisser. Donc là, mais on ne refuse pas. On demande à celui qui a acheminé le prélèvement. Par exemple, une ordonnance sans traitement et sans posologie, d'accord? Là, on accepte. Malgré que c'est une non-conformité, mais elle est mineure. Absence du prescripteur, on doit accepter. Donc, l'absence totale de l'identification ou bien identification illisible. Là, ça fait l'objet d'un refus. D'accord? Donc, c'est un refus total, sauf exception. Donc, il y a des exceptions quand le prélèvement est difficile à réaliser. Par exemple, un LCR d'un enfant, un liquide de ponction, une urgence vitale, par exemple une troponine.
D'accord? Là, on ne doit pas être très ferme dans la décision parce que le prélèvement, il est difficile à avoir. On essaie de contacter le médecin traitant pour avoir plus de renseignements, pour s'assurer de l'identité du malade. Par exemple, le manque de nom de jeune fille pour le groupe sanguin. D'accord? Donc, on doit en aucun cas réaliser un groupage sanguin sans l'obtention du nom de jeune fille. Mais là, ça ne fait pas aussi l'objet d'un refus total, mais plutôt on accepte et on demande, on rajoute le nom de jeune fille pour le mettre sur la carte de groupage sanguin. Absence de demande d'analyse, c'est-à-dire une ordonnance, on envoie tous les jours, une ordonnance vierge juste avec le nom et on oublie de cocher les paramètres demandés. Là, on ne refuse pas, on accepte, on conserve le prélèvement. Quand le coursier revient pour prendre les résultats, ou bien on contacte le service pour demander pour remplir les analyses demandées. Quand il y a une inadéquation, tu peux analyser, c'est-à-dire par exemple, on nous envoie un tube EDTA ou bien héparine pour faire une formule. Là, c'est un refus, ça fait, donc l'analyse, elle est impossible. C'est un refus qui est total et on demande un autre prélèvement. On doit demander un autre prélèvement pour la réalisation de l'analyse. Quand, par exemple, le tube, il est coagulé pour faire une formule, c'est clair que c'est un refus total parce que l'analyse, elle est impossible. Aussi, il y a le problème de l'hémolyse et de la lactescence. D'accord? Donc, il y a des paramètres qui interfèrent beaucoup ou bien qui sont trop influencés par l'hémolyse et la lactescence. Dans ce cas, ça fera l'objet d'une demande d'un deuxième prélèvement. D'accord? Si les paramètres ne sont pas trop influencés par l'hémolyse, là, on peut mettre le résultat. Par exemple, un bilan rénal, urécréa, c'est influencé, mais pas trop. Donc, on peut mettre le résultat et mettre en remarque qu'il y a que le sérum était hémolysé et pour de meilleurs résultats, on aimerait refaire sur un autre prélèvement. D'accord? Mais on remet quand même parce que ce n'est pas trop influencé par l'hémolyse. Donc, par exemple, la lactescence, ça influe beaucoup la bilirubine. Donc, en aucun cas, on fait une bilirubine pour un sérum qui est lactescent bien opalescent. Donc, cela, c'est un problème, ça, c'est un problème de non-conformité qu'on doit régler avant de procéder à l'analyse. Maintenant, c'est bon, on a réglé le problème des non-conformités, on passe à l'analyse elle-même. Et là, quand on reçoit une ordonnance avec une demande d'analyse, il faut savoir que là, le médecin, il est en train de se poser des questions. Est-ce que son bilan rénal est bon? Est-ce que son bilan lipidique est bon? Donc, la demande d'analyse, en fait, c'est des questions posées par le médecin auxquelles on doit répondre. Pour répondre, on doit répondre d'une manière fiable, exacte, d'accord, et précise. On doit éviter toutes les causes d'erreur. À la fin, on va assurer la qualité de nos résultats. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri des erreurs, que l'erreur est humaine et qu'elle peut toucher soit la phase pré-analytique du résultat, elle peut toucher la phase analytique du résultat, comme elle peut toucher la phase post-analytique. Donc, on va voir des causes d'erreur dans les trois phases avant de passer au contrôle de qualité. Donc, en phase pré-analytique, les causes d'erreur, ça peut être dû aux qualités du prélèvement. Un prélèvement hémolysé, par exemple. Vous allez avoir, en aucun cas, on doit faire un ionogramme sur un prélèvement hémolysé. En aucun cas, on doit faire des transaminase sur un prélèvement hémolysé. En aucun cas, on doit faire un dosage de calcium et des phosphates sur un prélèvement hémolysé. La stase prolongée, le garrot pendant la prise de sang, et là, ça influe beaucoup le calcium, les phosphates, le potassium. Aussi, par exemple, quand on reçoit une quantité insuffisante d'échantillons, on demande un autre, on essaye pas de faire avec, bien de diviser le volume en deux pour pouvoir travailler, etc. Non, on demande un autre prélèvement.
Une erreur d'identité du patient. On nous envoie un tube avec un nom qui n'est pas le bon. En fait, une confusion de patients dans le service clinique. Les erreurs de tube. On fait un prélèvement, par exemple, sur un tube EDTA. Ensuite, on le verse sur un tube épariné et on ne se rend pas compte, on travaille avec. C'est une cause d'erreur. Le site de prélèvement et qui est inapproprié. Ça, on le voit souvent dans les services cliniques. Quand il prélève, donc le malade, il est perfusé. Et au le prélèvement en aval d'un site de perfusion. Donc là, nos résultats, ils sont faussés. S'il est perfusé par du sérum salé, ça va influencer le ionogramme. S'il est perfusé par du sérum glucosé, ça va influencer la glycémie. D'accord, donc, ça influe les résultats. Donc, ce qui doit se faire, c'est que le prélèvement, il doit se faire toujours sur le bras opposé de la perfusion. Le bras opposé de la perfusion, en aucun cas faire un prélèvement du côté de la perfusion. Aussi, les causes d'erreurs préanalytiques, c'est le délai d'acheminement des échantillons, en fait, qui est quand il est supérieur à 4 heures. Ça va entraîner, pour certains paramètres, ils vont augmenter comme le potassium parce que là, il y a risque d'hémolyse. Et pour la glycémie, elle va baisser. Donc, un résultat, ou bien des tubes de prélèvement, ils doivent être acheminés aussi rapidement que possible vers le laboratoire pour qu'ils soient traités. Donc, cela sont les causes d'erreurs préanalytiques. Maintenant, pour les erreurs analytiques, c'est-à-dire qu'on va commettre pendant notre analyse, bien pendant le processus analytique, là, il y a 3 types en fait d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle l'erreur fortuite, il y a l'erreur systématique, il y a l'erreur aléatoire, ou bien on l'appelle erreur de fidélité ou bien de précision, ou bien une imprécision. Donc, tout ça veut dire la même chose. Donc, sur la figure là, on va essayer d'expliquer ces 3 types d'erreurs. En fait, l'idéal quand on lance un contrôle de qualité dans le laboratoire, c'est que notre contrôle de qualité soit dans la cible. Là, c'est l'idéal. Donc, ça, c'est la zone idéale. Nos résultats sont le plus proche possible de la valeur cible. Maintenant, pour une raison, pour une autre qu'on va voir, il se peut qu'à un moment donné, un contrôle, pas tous les contrôles, donc par exemple, hier, le contrôle, il était bon. Aujourd'hui, je fais mon contrôle, je le trouve en dehors de la zone, en fait, tolérée. Là, ensuite, il va revenir dans les normes. Donc là, c'est une erreur qu'on appelle erreur fortuite, qui survient subitement. On va voir des exemples de l'erreur fortuite. Aussi, il y a deuxième type d'erreur, c'est l'erreur systématique. Qu'est-ce que ça veut dire une erreur systématique? C'est-à-dire que tous vos résultats de contrôle ou bien de malade, vous allez le retrouver en une tendance vers la hausse ou bien vers la baisse. D'accord? Donc, vont s'orienter, donc tous les résultats vont s'orienter dans un sens, soit vers la hausse ou bien vers la baisse. D'accord? Et là aussi, on a 2 types d'erreurs systématiques. Là, ce type d'erreur-là, on l'appelle erreur systématique ou bien erreur d'exactitude avec décalage. C'est-à-dire le contrôle, il était bon, d'un coup, il est sorti de la valeur cible et le lendemain, même chose, ou bien si on le répète le même jour, même chose, si on le répète le lendemain, la même chose, etc. Donc, toutes les valeurs à partir de cette journée-là sont en une tendance vers la hausse. Là, on parle d'erreur d'exactitude avec décalage. Il y a eu d'un coup un décalage des résultats. Ça, donc, c'est un décalage. Même chose ici, c'est toujours une erreur systématique, mais là, on l'appelle une dérive. C'est-à-dire, c'est une tendance progressive vers la hausse et non pas un décalage subi. D'accord? Donc là, c'est une dérive. Et dans les 2 cas, c'est une erreur d'exactitude. C'est-à-dire, on est en train de s'éloigner
de la valeur cible. Ensuite, troisième type d'erreur, c'est l'erreur aléatoire, ou bien erreur de fidélité, ou bien imprécision. Qui dit imprécision, ça veut dire qu'ici, je fais le contrôle, ou bien un malade, je trouve une valeur. Je refais le même malade, je trouve une autre valeur qui est celle-là, elle a tendance vers la baisse, celle-là, elle a une tendance vers la hausse. Je refais vers la hausse, etc. Donc, c'est une erreur qui est aléatoire. En fait, il n'y a pas une tendance vers la hausse ou vers la baisse, mais plutôt des résultats qui sont en fait mélangés, d'accord, qui sont imprécis. C'est pas répétable et que c'est pas reproductible. Les résultats ne se rapprochent pas. Normalement, pour un même contrôle, pour un même malade, les résultats doivent se rapprocher. Très bien. Donc, là, c'est pour expliquer ce qu'on vient de voir. Donc, une erreur systématique, elle est caractérisée par une déviation de tous les résultats dans la même direction, comme on l'a vu sur la figure. Donc, les valeurs observées sont toujours plus hautes ou bien plus basses que les valeurs vraies. Donc, la plupart sont appelées des erreurs d'exactitude, comme on l'a vu. Maintenant, l'erreur d'exactitude, on a vu que ça peut être une erreur d'exactitude avec décalage. C'est que le contrôle, il était bon et d'un coup, je trouve que toutes les valeurs sont élevées. D'accord? Donc là, c'est un décalage. Là, je vous ai donné des exemples de causes d'erreurs qui sont responsables, en fait, que vos résultats sont inexacts. Donc, ça peut être, la cause, elle peut être un étalon ou réactif inapproprié ou mal formulé. Donc, à l'époque, on préparait les réactifs. Donc, ça peut être un réactif mal formulé ou bien un étalon inapproprié. Ça peut être une méthode ou appareillage inexact. Ça peut être une température inadéquate, c'est-à-dire la température n'est pas à 37. Soit un problème dans le système de prélèvement des échantillons. Soit la pipette, elle n'est pas bonne, ou bien si c'est un automate, la même chose. Donc, soit la pipette manuelle n'est pas bonne, ou bien le système de pipetage de l'appareil n'est pas bon. Peut-être que l'aiguille, elle est bouchée. Ça peut être une mauvaise calibration, ou bien une recalibration imprécise. Dans ce cas, il faudra refaire la calibration. Pour la dérive, qui est une erreur aussi d'exactitude, mais là, c'est progressif. On a une tendance, mais c'est progressif. Là, c'est en général, c'est un G-cube, un encrassage de l'appareil, une dénaturation du réactif, un réactif contaminé, une concentration progressive du réactif. D'accord? Donc là, tout ce qui est progressif, c'est-à-dire que c'est dû au vieillissement, d'accord? Au salissement d'une cuve, d'accord? Mais dans les deux cas, donc, on les appelle des erreurs systématiques d'exactitude. Donc, soit décalage, soit dérive. Ça, c'est pour l'erreur systématique. Pour l'erreur fortuite, on a dit que les contrôles nos résultats se rapprochaient de la valeur de la valeur cible. À un moment donné, un contrôle, il va sortir de la valeur cible. Donc là, ça peut être une erreur de volume. On n'a pas pris le bon volume de l'échantillon. Ça peut être une mauvaise conservation du sérum de contrôle, c'est-à-dire on refait un autre contrôle, ça va rentrer dans l'ordre. Ça peut être un tube qui est contaminé. On jette le tube, on refait dans un autre tube, ça rentre dans l'ordre. Ça peut être un défaut de lecture de l'appareil, c'est-à-dire que l'appareil a déconné pendant la lecture de cet échantillon. Ou bien une erreur, en plus des erreurs grossières. Donc, les erreurs grossières sont des erreurs qui sont dues à l'inattention, la négligence, on inverse un tube avec un autre tube, le surmenage quand on a une charge élevée de travail, la confusion des échantillons, la confusion de réactifs. Au lieu de mettre le réactif de la glycémie, je mets un autre réactif qui a la même couleur. Une confusion de la longueur d'onde,
commande, des erreurs de calcul, des erreurs de transcription, donc ce type d'erreurs, on les appelle des erreurs grossières. D'accord? Elles sont faciles à corriger, donc là, il faut juste plus d'attention. Donc, avec plus d'attention, on peut éviter les erreurs grossières. Donc, troisième type d'erreur, donc c'est les erreurs aléatoires. Je vous ai dit que donc les résultats se dispersent d'une manière anarchique, c'est-à-dire ils ne sont pas tout le temps élevés, ni tout le temps basses. C'est un mélange en fait. Donc là, ce n'est pas précis. D'accord? Donc, c'est des erreurs d'imprécision. D'accord? Et là, pour les contrôles de qualité, donc comme vous le savez, donc tout contrôle de qualité, il a une valeur cible, il a un intervalle. D'accord? Donc, l'erreur aléatoire est acceptable pour le contrôle de qualité tant que la valeur obtenue est dans l'intervalle fourni par le fournisseur. Par exemple, une glycémie, on vous dit que la cible, c'est 0,6 et l'intervalle du contrôle normal. Par exemple, pour le contrôle normal, la valeur cible, c'est 0,6 g/litre et l'intervalle, c'est entre, on va dire, 0,55 et 0,8, par exemple, 0,55. On obtient un résultat de 0,7, c'est très bon, on est dans la cible, on est les plus proches possible de la valeur cible. Si on obtient un résultat qui est compris dans l'intervalle, c'est-à-dire entre 0,55 et, combien j'ai dit, 0,8, là, c'est une erreur aléatoire, mais elle est acceptable. D'accord? Parce qu'on est dans l'intervalle fourni par le fournisseur. Donc là, on est dans l'intervalle on va dire, de référence. Ou bien on est dans l'intervalle de confiance de ce contrôle. Donc là, c'est acceptable. En dehors de ce domaine-là, l'erreur aléatoire, elle devient inacceptable. D'accord? Et les causes de l'erreur aléatoire, ça peut être une erreur de manipulation si c'est un manipulateur débutant. Ça peut être dû à l'instabilité des réactifs, surtout pour les paramètres sensibles, les ions, calcium, phosphore, magnésium, etc. Ça peut être dû aux échantillons de contrôle, donc c'est les contrôles qui ne sont pas bons. Ça peut être dû à la température, ou bien à l'appareillage, ou bien un mauvais circuit électrique, ou bien une contamination entre deux échantillons présentant des valeurs très différentes. Alors, par exemple, je fais passer le premier échantillon qui a une glycémie de 5 g/litre. Ensuite, je fais passer un autre échantillon qui a une glycémie en fait de 0,8. D'accord? Donc là, dans le circuit, si ce n'est pas automatisé, donc si on est sur un spectrophotomètre, donc là, le circuit, il garde toujours, le circuit de lecture, il garde toujours des restes de la solution précédente. Donc cela, il va influencer le résultat suivant et c'est une cause d'erreur, on dit erreur aléatoire. Maintenant, pour les erreurs qui peuvent toucher la phase la phase post-analytique, donc là aussi sont faciles à éviter par on va dire, une bonne organisation, une attention, être attentionné, être bien organisé, parce que les erreurs post-analytiques sont des erreurs de transcription, ou bien parfois on nous laisse les analyses, on nous appelle au téléphone pour demander des résultats, et là la transmission du résultat par téléphone, donc ça peut être une cause d'erreur. Donc toujours pour assurer la qualité, on essaie de minimiser au maximum les erreurs analytiques, c'est-à-dire les erreurs analytiques, c'est-à-dire pendant l'analyse. Et là, pour éviter les erreurs analytiques, on procède à ce qu'on appelle, étant donné qu'on n'élimine jamais le risque d'erreur, on procède à ce qu'on appelle le contrôle de qualité. Donc, le contrôle de qualité, c'est quoi? Par définition, c'est le contrôle des activités liées à la phase analytique. Donc, il permet d'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la phase analytique. Donc, ni erreur systématique, ni erreur aléatoire, ni erreur fortuite.
Donc, le but de ce contrôle de qualité, pourquoi on lance ce contrôle de qualité? C'est pour détecter, pour évaluer et pour corriger les erreurs, pour corriger les erreurs dues à un défaut du système d'analyse. C'est-à-dire, je vais me rendre compte qu'il y a une erreur, je vais évaluer la gravité de l'erreur et je vais la corriger. D'accord? Bien sûr, avant de rendre le résultat. Donc, tout ça. Donc, avec un contrôle de qualité qui n'est pas dans la zone de confiance, bien dans l'intervalle de contrôle, l'intervalle de confiance, pardon, je ne dois en aucun cas rendre un résultat. D'accord? Donc, il faut que le contrôle soit dans l'intervalle de confiance pour s'assurer de la qualité et pour s'assurer que je réponds aux exigences de qualité et que je peux rendre le résultat avec une conscience tranquille. D'accord? Donc, pour le contrôle de qualité, donc il y a ce qu'on appelle le contrôle de qualité interne et le contrôle de qualité externe. Le contrôle de qualité interne, c'est quoi? C'est l'ensemble des procédures. Donc, on va réaliser des procédures par qui? Par le personnel du laboratoire et qui sont réalisées en continu avant de faire avant de rendre un résultat d'une mesure ou bien d'une analyse donnée, pour décider si votre résultat est suffisamment fiable pour être délivré. D'accord? Donc, c'est ce que je disais maintenant. Donc, il faut s'assurer de la qualité, de la fiabilité, de l'exactitude, de la précision de notre résultat. Pour s'assurer de tout ça, il faut qu'on fasse un contrôle de qualité qu'on appelle le contrôle de qualité interne. Donc, c'est un ensemble de procédures. Ces procédures, on commence par l'étalonnage. L'étalonnage, il sert à quoi? Donc, il sert à vérifier la proportionnalité de la réponse par rapport à la quantité de constituants dosés. Donc, la réponse, c'est quoi? Donc, dans notre domaine d'analyse, donc la réponse, c'est la densité optique, c'est l'absorbance. C'est-à-dire, on va voir la proportionnalité de l'absorbance par rapport à la quantité de substrat. Par exemple, un étalon glucose, on le lance comme malade, on voit la densité, il a donné combien de densité optique et on voit s'il y a une proportionnalité. Donc, l'étalonnage, il va servir comme une référence. Pourquoi il sert comme une référence? Parce que l'étalon, c'est quoi? C'est une solution qui est de concentration fixe et connue. Un étalon glucose qui est à 1 gramme litre, un étalon cholestérol à 2 grammes litre, un étalon, etc. Donc, l'étalon, c'est une solution dont on connaît la concentration et elle est fixe, elle est stable, elle est pure. On la lance comme malade, on obtient sa densité optique et grâce à cette densité, donc pour une concentration de 1 gramme litre, le spectro ou bien l'automate a donné une DO temps de 0,400 par exemple. Donc, le malade qui a donné une DO de 0,300, je fais une règle de 3 et je peux avoir la concentration de la glycémie, par exemple, chez le malade. Donc, l'étalon, c'est ma référence parce que je travaille avec une solution dont je connais la concentration. Maintenant, on parle d'étalonnage lorsque c'est une manipulation, on va dire, manuelle, tout ce qui est spectrophotomètre ou semi-automatique. Dans les systèmes automatisés, on parle plutôt de calibration. Donc, calibration et étalonnage, c'est la même chose. Sauf qu'étalonnage, on parle d'étalonnage lorsque c'est une manipulation manuelle. On parle de calibration lorsque c'est automatisé. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est une solution dont vous connaissez la concentration. Vous la lancez comme malade et vous allez vous en servir pour faire sortir la concentration des malades. Maintenant, quand est-ce qu'on fait cet étalonnage? Donc, c'est la première procédure de contrôle de qualité, faire un étalonnage. Donc, quand est-ce qu'on fait cet étalonnage ou bien cette calibration? Donc, il est recommandé de la faire à tout changement de l'eau de réactif. D'accord? L'eau de réactif. Soit je travaille par exemple spin react, un réactif. Ensuite, on me ramène un autre réactif spin react, mais
c'est pas le même numéro de l'eau. Donc, il faut savoir, quand on change le numéro de l'eau, on change légèrement la composition du réactif. On change les conditions de préparation de ce réactif. Donc, tout changement du lot de réactif doit faire l'objet d'un étalonnage ou d'une calibration. Je ne vais pas dire non, c'est le même, je travaille avec spin et celui-là aussi, c'est spin react, donc je ne refais pas la calibration. Non. Donc, tout changement de lot, ça doit faire l'objet d'une nouvelle calibration. Tout changement de réactif, carrément, je travaillais avec spin, on me ramène du biolabo, du bio-Maghreb, je dois refaire l'étalonnage. C'est un réactif totalement différent, malgré que le principe est le même. Par exemple, je travaille sur appareil et je fais une analyse, une opération de maintenance, un lavage profond, etc., des rinçages d'aiguilles, je dois profond. Donc, une maintenance importante, pas les petits lavages journaliers, d'accord? Une maintenance profonde de l'analyseur, je dois refaire la calibration. Aussi, quand est-ce que je dois faire une calibration? Quand je lance les contrôles de qualité qu'on va voir, les contrôles de qualité, et que ces contrôles-là ne sont pas dans l'intervalle de confiance. Les contrôles de qualité ne sont pas dans l'intervalle de confiance. Là, je dois refaire la calibration et je dois relancer ces contrôles de qualité pour justement tomber dans tout changement de lot. Réactif après les maintenances et lorsque vos valeurs de contrôle de qualité ne sont pas dans la limite de confiance. La première procédure avec laquelle on commence pour assurer ou bien pour faire le contrôle de qualité interne. Deuxième procédure, c'est l'utilisation des sérums de contrôle. L'utilisation des sérums de contrôle. Donc, c'est quoi ces sérums de contrôle? Donc, c'est des solutions, c'est des poules de sérum. C'est des poules de sérum qui sont préparées et conservées industriellement, donc par un laboratoire pharmaceutique, et qui sont de pureté déterminée et pour lesquelles la concentration du substrat à doser est définie par un intervalle avec une valeur cible. Je crois que vous avez déjà rencontré donc les fiches fournies avec les contrôles de qualité. Donc, tout contrôle de qualité est associé avec une fiche pour laquelle il y a la liste de tous les paramètres biochimiques. Et pour chaque paramètre, par exemple, glycémie, urée, créacol, triglycérides, acide urique, protéines individuelles, la liste des paramètres biochimiques. Et pour tout paramètre biochimique, il y a un intervalle. Par exemple, glycémie, ça doit être entre 0,7 et 1 gramme. Urée, ça doit être entre 0,2 et 0,4, etc. Donc, c'est un intervalle qu'on appelle intervalle de confiance. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'en général, vous avez deux niveaux de contrôle, un contrôle normal et un contrôle pathologique. Bien sûr, il y a des exceptions. Bon, mais en général, on a deux niveaux de contrôle, un contrôle normal et un contrôle pathologique. Ce qu'on va faire, c'est que ces contrôles-là, qui sont des sérums, c'est des poules de sérum qu'on va acheter, d'accord, préparés industriellement. On les achète sous forme d'un lyophilisant. Donc, ce lyophilisant, c'est-à-dire une poudre, on va la reconstituer, c'est-à-dire repréparer le contrôle avec de l'eau distillée et on travaille avec. Ces contrôles, on va les lancer comme des malades. C'est comme si un échantillon de sérum vient de plasma qui demande une glycémie, une urée, une créate, un cholestérol, un triglycéride. On va les lancer comme des malades, on va obtenir un résultat. Le résultat qu'on va obtenir, on va le comparer avec l'intervalle de confiance. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, toute erreur aléatoire, elle est acceptable si on est dans l'intervalle de confiance. Si on est en dehors de l'intervalle de confiance, là, c'est inacceptable. C'est-à-dire, on doit refaire, on doit chercher l'erreur. Donc, quand est-ce qu'on fait les contrôles de qualité?
Donc, il faut savoir que les contrôles de qualité doivent se faire au moins, on doit faire au moins un contrôle par série. Donc, si je lance une série de malades, une centaine de malades, donc je dois faire un contrôle normal et un contrôle pathologique. Doit se faire au moins une fois par 24 heures. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai fait les contrôles. Demain, je ne vais pas dire que les contrôles hier étaient bons, donc aujourd'hui, ils sont bons. Non, donc chaque jour, je dois faire mes contrôles de qualité. Ou bien, pour ça, chaque changement de flacon de réactif. Donc, je travaillais avec un flacon, il donnait très bien les contrôles, classe-les le flacon, je ramène un autre flacon, mais la série sans faire passer les contrôles. Je dois relancer les contrôles avec le nouveau flacon. Les contrôles de qualité, on doit les lancer aussi après les contrôles de qualité. En fait, comment je peux savoir que ma calibration et mon étalonnage, il est bon? Je peux le savoir en lançant les contrôles de qualité. Si le contrôle normal et le contrôle pathologique sont dans l'intervalle de normalité, bien l'intervalle de confiance, je vais dire que mon étalonnage, il est bon. S'ils ne sont pas dans l'intervalle acceptable, donc mon étalonnage n'est pas bon ou bien mes contrôles ne sont pas bons, donc je dois chercher l'erreur. Aussi, les contrôles de qualité, on doit les lancer après chaque opération de maintenance sur l'analyse, comme pour l'étalonnage. Maintenant, ça c'est pour le contrôle. Donc, ce qu'on a vu, c'est le contrôle de qualité interne. Il y a aussi un autre process qui est le contrôle de qualité externe. On les appelle les enquêtes interlaboratoires. Donc, il faut savoir que selon la norme ISO 15000, tout laboratoire, il doit participer à des comparaisons interlaboratoires. C'est-à-dire, je vais prendre mon échantillon. Je vais prendre mon échantillon et je vais le distribuer sur différents laboratoires. Ensuite, les résultats obtenus, je vais les comparer. Je vais les comparer par des tests statistiques, d'accord? Je vais calculer le biais de différence, le coefficient de variation et voir si mes variations sont par rapport aux autres laboratoires sont acceptables ou pas. Donc, c'est des analyses statistiques. Mais là, donc, pour être dans la norme, pour l'accréditation de qualité. Donc, il est rappelé, donc on est à nota bene, j'ai dit qu'il est rappelé qu'en aucun cas, les échantillons de contrôle ne peuvent être substitués aux échantillons de calibration. En d'autres termes, on ne peut pas calibrer ou étalonner avec un étalon. Ensuite, pour voir si mon étalonnage il est bon, je relance l'étalon comme malade et je le fais passer comme malade et je me dis, ah voilà, l'étalon l'étalon il est à 1 gramme, on met des 0,99, donc mon étalonnage est bon. Non, je ne fais pas passer l'étalon pour un contrôle et je ne fais pas passer le contrôle pour un étalon. Donc, un étalon, c'est une référence, ce n'est pas un contrôle. Donc, ça permet juste de voir la proportionnalité de la réponse. Ensuite, je veux contrôler mon étalonnage, je fais passer les contrôles de qualité. En aucun cas, on substitue un contrôle par l'étalon ou bien un étalon par un contrôle. D'accord? Maintenant, pour la conduite à tenir, maintenant, j'ai lancé mes contrôles. Et là, quand les contrôles sont dans l'intervalle de confiance, c'est bon, c'est très bien, je peux faire sortir le résultat. Mais si les contrôles ne sont pas dans l'intervalle de confiance, là, il y a une conduite à tenir. D'accord? Donc, il y a 5 étapes à suivre si non-conformité de contrôle de qualité. Vous avez lancé le contrôle normal et le contrôle pathologique. Un des deux n'a pas marché ou bien les deux n'ont pas marché. Là, il faut savoir qu'on commence toujours par répéter le test en utilisant le même contrôle pour éliminer une erreur de manipulation.
Donc, répéter le test en utilisant le même contrôle. Donc, si maintenant on a répété et le contrôle reste toujours en dehors des limites, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le problème peut-être est dans le contrôle. On va préparer un autre sérum de contrôle qui est fraîchement reconstitué, c'est-à-dire on prépare au jdid et on relance. Maintenant, si ça rentre dans l'ordre, c'est tant mieux. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va calibrer. On va dire que la calibration n'est pas bonne. On refait l'étalonnage. On va ramener un étalon qui est bien calibrant, qui est fraîchement constitué, je dis, et on refait les contrôles. Donc, si ça rentre dans l'ordre, toujours, c'est tant mieux. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, là, on incrimine le réactif. On va changer le flacon de réactif, on met un nouveau réactif, on refait et la calibration et les contrôles. Maintenant, si on élimine toutes les causes d'erreur qu'on a vues et que les contrôles ne rentrent pas dans l'intervalle de confiance, donc là, il faudra contacter le service technique concerné, soit le service technique concerné par la vente de ce contrôle de qualité, ou bien le service technique de l'appareil. D'accord? Donc, pour finir, donc il faudra, donc j'ai fini par une question, est-ce faut-il répéter les dosages en biochimie? Eh bien, il ne faut pas hésiter à répéter les dosages en biochimie aussi souvent que nécessaire parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. D'accord? Donc, il faudra refaire parce que, en fait, une analyse biochimique ou bien une analyse au laboratoire, c'est la vie d'un malade. Donc, on préfère répéter et s'assurer de la qualité, d'accord, plutôt que de rendre un résultat dans l'immédiat et ne pas être sûr. Donc là, c'est la vie du malade qui est mise en jeu. D'accord? Et je vous remercie. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas, est-ce qu'on pose des questions maintenant ou bien à la fin de la session? Je cède la parole à Madame Awas. Oui, docteur Meharheria. J'espère que vous m'entendiez. Oui. Très bien. On vous entend très bien. D'accord, donc je ne sais pas si les questions c'est maintenant ou bien c'est après. Non, si vous voulez, vous pouvez directement répondre aux questions si vous avez des questions. Ah, par message? Oui, vérifiez la. Je vais vérifier la messagerie. Je vais vérifier la messagerie. Oui. Très bien. S'il vous plaît, docteur Meharheria, je vais juste vous aider à animer, à gérer les questions. Oui, parce que là, je vois des bonjours. Oui, donc non, j'étais en train de suivre. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les laborantins à l'échelle nationale de tous les laboratoires. Bienvenue dans cette formation continue, encore un deuxième rendez-vous après celui du diagnostic du Covid. Donc là, ça a été dédié pour les explorations biochimiques avec deux maîtres assistantes et professeur Abdi à leur tête. Alors, c'est vrai que merci à Dr Meharheria pour votre communication très riche et enrichissante. Vous avez évoqué un souci qui est primordial au niveau du laboratoire, de tous les laboratoires, le problème de contrôle de qualité. On ne cesse de parler de qualité, de sécurité, d'hygiène, etc. Mais quand on voit au niveau des pratiques, il y a un grand écart entre la théorie et tout ce qui est. Donc, voilà, moi j'ai repéré quelques questions. Une question concernant une question de l'EPSP de Elzeo, s'il vous plaît, de réexpliquer
expliquer le pan d'erreur analytique? Le pan d'erreur analytique. Le pan. Les coupures. Est-ce que vous m'entendez, docteur Meherhela? Non, mais là, je n'ai pas compris. Le pan de l'erreur analytique. Oui, ça a été posé ainsi. À un moment donné, vous avez parlé d'erreur analytique dans la phase analytique proprement dite. Oui, il y a l'erreur. Donc, j'ai dit qu'il y a 3 types d'erreurs. Cette erreur, elle peut être fortuite. Là, l'erreur fortuite, c'est-à-dire qu'il survient fortuitement. C'est-à-dire, je manipule le plus normalement possible. Ensuite, quand je viens prélever, par exemple, le volume adéquat, à un moment donné, je ne prélève pas le bon volume. D'accord? Là, c'est une erreur, mais elle est fortuite. Elle n'est pas continue dans le temps. C'est une erreur qui est fortuite. Là, c'est pour l'erreur fortuite. Pour l'erreur systématique, les erreurs systématiques, j'ai dit que c'est des erreurs d'exactitude. C'est-à-dire que vos résultats ne sont pas exacts. D'accord? C'est-à-dire que vos résultats, ils s'éloignent de la valeur cible. On est en train de s'éloigner de la valeur de référence. D'accord? Donc, pour s'éloigner de la valeur de référence, on a 2 cas. Soit on s'éloigne progressivement, c'est-à-dire ce contrôle aujourd'hui, le contrôle aujourd'hui, il m'a donné 0,9. Demain, il va me donner 1 gramme. Après-demain, ou là, le même jour, il va me donner, après peu de temps, il va me donner 1,10, 1,20, etc. C'est-à-dire, et on s'éloigne de la valeur de référence. Là, on parle d'une dérive. Nos résultats ne sont pas exacts et ils s'éloignent de la valeur exacte progressivement. J'ai dit que ce cas-là, quand c'est une dérive, c'est le cas de vieillissement. Haja, elle est en train de se consommer. Soit la lampe, elle va se consommer, ou bien la cuve qui est en train de s'encrasser ou bien de se salir progressivement, ou bien c'est l'appareil qui est, quand on a un ancien appareil qui se consomme du jour en jour, qui est défaillant de jour en jour. Voilà, donc là c'est la dérive. Progressivement, on perd l'exactitude de nos résultats. Il y a une autre erreur toujours de systématique qui est le décalage, c'est-à-dire mes résultats de contrôle, ils étaient bons. Ensuite, à un moment donné, tous mes résultats deviennent soit supérieurs à la valeur cible ou bien inférieur à la valeur cible, ou bien la valeur de référence, ou bien la valeur vraie, d'un coup. Là, c'est une erreur d'exactitude, mais on parle de décalage, c'est-à-dire que ce n'est pas progressif. Ou bien donc, c'est un décalage. C'est d'un coup, tous les résultats sont élevés pratiquement au même niveau ou bien sont bas au même niveau. Donc là, c'est l'erreur, on parle d'erreur systématique. L'erreur aléatoire, donc l'erreur systématique, c'est une erreur d'exactitude. À la valeur vraie. Maintenant, l'erreur aléatoire, c'est une erreur de précision. C'est-à-dire que vous faites votre contrôle maintenant, vous le répétez maintenant, tu trouves une autre valeur. Vous le répétez demain, tu trouves encore une autre valeur. C'est-à-dire qu'il y a une dispersion des valeurs pour un même échantillon. Là, vos résultats ne sont pas précis parce que c'est la répétabilité et la reproductibilité qui est touchée. D'accord? Donc, voilà, en gros, les 3 types d'erreurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est… oui, j'espère. Il faut toujours avoir en tête la figure que j'ai montrée là, donc de test précis et exact, test précis mais inexact, test exact mais non précis. Donc là, pour pouvoir fixer un petit peu les idées. Oui. Docteur Meherhela, une deuxième question concerne, alors ça a été posé par rapport au sérum de contrôle quand on les achète d'une firme. Est-ce qu'on est obligé d'acheter les réactifs de la même firme ou ça ne va pas affecter l'analyse du tout? Non, ça ne va pas affecter du moment. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est-à-dire j'achète des contrôles de biolabo, je peux contrôler des réactifs de Biomaghreb, de Spin, etc. Ce qu'il faut obligatoirement vérifier, c'est la méthode. Parce que devant, par exemple, les glycémies,
à côté, on met la méthode. Est-ce que c'est une glucosoxydase peroxydase? Est-ce que c'est une hexokinase? Donc, ce qu'il faut vérifier, la méthode. Si la méthode est bonne, on peut utiliser le contrôle pour une firme et le réactif d'une autre firme. D'accord? Il n'y a pas de souci sur ce point. Très clair. On parle aussi dans certains laboratoires, ils ont évoqué le problème d'étalonnage avec certains réactifs nouvellement utilisés. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème. Et puis un retour d'expérience, s'il vous plaît, par rapport à cette… Comment ça, nouvellement, nouvellement? On parle de problème d'étalonnage avec certains réactifs qu'ils ont peut-être nouvellement utilisés dans ces laboratoires. Oui, un réactif nouvellement utilisé, il n'y a pas de souci. Donc, je reçois mon réactif. Tout réactif est bon jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, pour juger le réactif, qu'est-ce que je fais? Je prends les talons, j'étalonne mon appareil et je fais passer mes contrôles de qualité. Mes contrôles de qualité sont bons, c'est bon. Donc, je dois tester un réactif nouvellement, je dois tester les points que j'ai évoqués, sa précision. Est-ce qu'il est répétable? Est-ce qu'il est reproductible? Oui. Alors, c'est-à-dire, je lance une série de glycémie avec un réactif nouvellement et je lance les contrôles. Les contrôles sont bons, etc. Nzid naoud la même série avec le même réactif pour voir la répétabilité dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il est répétable? Ensuite, le lendemain, je change de manipulateur ou bien je change d'appareil ou bien et je répète. Et je vois si mon réactif, il est reproductible. D'accord? Donc, c'est comme ça que je teste à nouveau. Donc, si tous ces paramètres-là sont réunis, ils sont bons, donc je peux travailler avec un réactif avec lequel on n'a jamais travaillé. Il suffit de le valider de point de vue paramètres statistiques, c'est-à-dire reproductibilité, répétabilité et contrôle de qualité interne. Il faut que les contrôles avec ce réactif soient dans l'intervalle de confiance dont on a parlé. D'accord, merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Je sais que vous avez cours, vous donnez cours. Donc, une dernière question. Donc, on pose une question. Le PSP de Msra pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un comité de contrôle de qualité au niveau national? Donc, un comité de contrôle de qualité au niveau national, là, ça fait partie… je ne sais pas, peut-être professeur Abdi pourra mieux vous répondre, mais je crois que ça fait partie de la commission d'accréditation des labos, parce qu'au ministère de la Santé, il y a un comité d'accréditation des laboratoires. Et donc, parmi les critères d'accréditation, c'est le contrôle qualité. Donc, je crois que c'est ce comité-là national qui s'occupe de tout ce qui est contrôle de qualité interne et contrôle de qualité externe, tout en sachant que le contrôle de qualité externe, il est utilisé donc ailleurs, c'est indispensable. En Algérie, c'est pas encore mis, en fait, on n'a pas mis la route pour le contrôle de qualité externe, alors que c'est un des critères d'une norme de laboratoire d'analyse médicale. D'accord? Mais pour le contrôle de qualité interne, je crois que c'est le comité d'accréditation du ministère qui s'occupe de ce point-là. Merci. Merci beaucoup, Dr Meherhera, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie tous les participants.